Daf Yudalet Amud Bet, on se trouve dans la Gemara, Netar Evayim Asachin Shendamav Idouim, en face du Tosfot, Al Yersa Ramazek. Donc hier on a vu qu'il y a un avis, effectivement, il y avait un sujet discuté, à combien il faut être pour la Egla Arufa. Est-ce qu'il faut être 3? Est-ce qu'il faut 5? Est-ce qu'il faut le Kohen Gadol et le Meler? Et est-ce qu'il faut le Sanhedrin? La Gemara a fini par dire qu'effectivement, d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, non seulement c'est pas seulement le Kohen Gadol et le Meler qui sortaient pour réaliser cette mitzvah de l'Egla Rufa, mais tout le Sanhedrin Gedola, comme ça la Gemara a ramené une braïta qui allait dans ce sens, où le Sanhedrin Gedola sortait pour réaliser cette mitzvah de l'Egla Rufa. Là, on va passer au sujet suivant, qui est l'évaluation, quand il faut faire une chouma, quand il faut évaluer un bien, comme on va voir tout de suite, ou bien qui appartient au Ekdesh, ou bien que c'est des biens qui n'ont pas le cours de ces aliments-là ne sont pas connus. Alors là, il faudra 3 personnes, ou on va voir peut-être même 10, quand il s'agit des Ekdeshot. Donc là, Michel nous dit comme ça. Donc, Daf Yudalet Amud Bet, Neta Revaï, ou Maaser Sheni, She'en Damav Yedorim Bishlosha. Neta Revaï, ce qu'on est à Revaï, la Torah nous dit que un arbre, les fruits de l'arbre, Shalosh Shanim, Arelim, Yelachem, Lo Yachel, les 3 premières années, c'est Orla, on n'a pas le droit de consommer, et Shana Arevit, Kodesh Ilulim, Lachem, c'est Kodesh, et on le mange à Yerushalayim, comme le Maaser Sheni. Alors c'est une marloquette, est-ce que c'est Neta Revaï, Kerem Revaï? En tout cas, c'est un sujet qui est les pousses, les fruits, la pousse des arbres, donc les fruits, de la 4e année. 4e année. Shalol, Orla, 3 premières années, c'est Orla. La 4e année, c'est Kodesh Ulim Lachem. Maintenant, celui qui ne peut pas amener et monter les fruits à Yerushalayim, qu'est-ce qu'il fait? Il les rachète, comme Maaser Sheni. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Mishnah nous a parlé de 2 types de fruits qu'il faut racheter pour utiliser cet argent et la dépenser dans de la consommation à Yerushalayim, ou Shechar, si je ne me trompe pas. Donc avec cet argent-là, on pourra racheter que de la consommation à Yerushalayim. Donc les fruits, on les rachète, on transpose la kedusha sur l'argent, et l'argent, je vais la dépenser à Yerushalayim. Que ce soit pour les fruits de la 4e année, ou que ce soit pour le Maaser Sheni. Donc Maaser Sheni, n'est-ce pas? Il y a Maaser Rishon, Maaser Sheni Nechal Yerushalayim. Et là, la Mishnah nous dit, si les fruits sont non pas le cours du marché n'est pas connu, alors là il faudra 3 personnes pour évaluer le cours des fruits. L'Agmara va demander immédiatement quand est-ce qu'il s'agit, de quel type de fruits le cours du marché n'est pas connu. A priori, le cours du marché, on le connaît. Tu vas dans le marché, tu vois combien ça vaut la kilo de tomates. Tu as 10 kilos de tomates, tu as 20 kilos de tomates. La tomate, on parle de fruits. Mais en tous les cas, tu as 20 kilos de fruits ou même de ken, après de oraita, des rabanan. Mais en tout cas, tu as 20 kilos de ce type de fruits ou de céréales. Mais tu connais le prix. Il n'y a pas besoin de faire des évaluations. Là, comme on a dit, on parle du cas où les fruits ou les grains se sont déjà dégradés. Donc si s'ils ont commencé à se dégrader, c'est plus le prix du marché. Donc la référence n'est plus le prix du marché. Donc il faudra faire une évaluation particulière. Mais pour revenir dans les mots, donc là comme on a dit, Tanoura Banan, Ezeu Maaser Sheni, Shen Damav Yedorim, quand est-ce que tu seras confronté à à quoi la Mishnah a fait allusion quand elle a parlé de valeurs non connues, Lo Yedorim. La Gemara dit tout simplement, Kigon Perot Sheikhivu V'Yain Sheikrim, Umaot Sheikhlidou. C'est des fruits qui ont déjà pourri. Alors bien sûr, s'ils ont pourri, on ne parle pas qu'ils ne valent rien. Mais en tous les cas, c'est pas quelque chose qui est vendu au marché. C'est pas le prix classique, n'est-ce pas? C'est comme aujourd'hui, il y a Anti-Gaspi, n'est-ce pas? Ils te vendent des fruits qui ont perdu l'apparence extérieure, l'aspect extérieur n'est pas au rendez-vous. Donc il y a un nouveau prix. Et bien ce prix-là, c'est plus le prix du marché. Même si aujourd'hui le prix du marché il varie. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est c'est une autre catégorie de marchandises qui n'est pas forcément le prix courant sur le marché. Donc il faut faire une évaluation. Donc que ce soit pour des fruits qui ont commencé à pourrir, ou il y a une chez crime, n'est-ce pas? Il est devenu, il a de la crème, il est crème ken, c'est pas.
C'est pas qu'il a pourri, hein, encore une fois, n'est-ce pas? Alors Rashi dit ichmitz, c'est qu'il a. Mais c'est intéressant que la Mishnah, la Braïta, elle emploie un terme différent. Normalement, on dit il y a une chez ichmitz, là on parle chez ikrim. Alors peut-être qu'au départ, ça commence à mousser en haut du tonneau, n'est-ce pas? C'est à l'endroit où il y a de l'air. C'est l'air, c'est c'est l'air qui oxyde, qui oxyde l'aliment. Un aliment qui n'est pas exposé qui est sous vide, il peut tenir longtemps, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'il y a cet espace-là qui peut causer du tort. Mais la Gemara dit des fois l'espace il est bénéfique pour permettre à la fermentation de. La vinification, elle passe par ces étapes-là, elle est obligée. Okay. Donc en tous les cas, comme ça Rashi traduit, c'est quoi chez Ikrim, chez Echmitz. Et pareil pour des pièces chez Echlidou qui ont déjà rouillé, donc elles ne sont pas acceptées par tous les commerçants. Là aussi, il faudra faire une évaluation. Tosfot nous fait une remarque, c'est que la Mishnah nous a parlé de Netar Evaï et de Maaser Sheni, alors que la Braïta, la Gemara, n'a développé seulement Maaser Sheni. Pourquoi on a oublié Kerem Revaï, Netar Evaï? Pourquoi on a oublié la récolte de la 4e année? Il nous dit Tosfot, parce qu'il y a un problème. La récolte de la 4e année, un homme est tellement attend tellement à pouvoir consommer les fruits de ses nouvelles plantations. Pendant 3 ans, il risquerait de ne pas être exact dans le rachat des fruits, même si le prix est connu. Et donc je reprends. La Mishnah nous a dit que la raison pour laquelle il faudra 3 personnes pour évaluer la valeur des fruits, parce qu'on parle des fruits où le cours du marché n'est pas connu. Pourquoi? Parce que les fruits ils se sont dégradés, ils ont commencé à pourrir, ils ont commencé à perdre de leur valeur. D'accord? Donc c'est dans ce cas-là seulement qu'il faudra 3 personnes évaluer. Mais si c'est des fruits qui ont un prix du marché qui est bien connu, il n'y a pas besoin on fait pas un appel à une évaluation, c'est le prix du marché. Quand il s'agit de Netar Evaï, il nous dit Tosfot, même si le prix du marché est connu, tu ne feras pas le rachat tout seul. Amène avec toi des personnes qui valident et qui vérifient, on va dire, et qui supervisent le rachat parce tu risquerais d'évaluer, voilà, et de ne pas payer la bonne somme. Ça, c'est une parenthèse de Tosfot. Mais Tosfot, il dit, et Tosfot amène une preuve, comme on voit dans la Gemara, que la Gemara, c'est vrai que la Mishnah a parlé des 2 cas, mais la Gemara, qui a détaillé quel est le type de fruit qui son prix n'est pas connu, c'est des fruits dégradés. Elle n'a parlé seulement de Maaser Sheni. J'en déduis que pour Netar Evaï, même si les fruits ne sont pas dégradés, il faudra toujours 3 personnes. Et comme ça, il nous dit d'autres, parce que Adam, Lahout, il est pressé, il est impatient plutôt de vouloir les consommer. Donc il risquerait malheureusement de ne pas être exact dans son rachat. Donc c'est une forme de barrière exactement. Mais il nous dit Tosfot, au final, c'est quelque chose de toutes les façons qu'on ne fait pas. Chez El Mechem Eshovian Oba Eshlocha, de toutes les façons aujourd'hui, il n'y a pas de rachat de Netar Evaï. Ok, c'était une petite parenthèse, un joli Tosfot. Comme tous les Tosfotim, mais voilà, on a partagé. Tanoura Banan, Maaser Sheni Shen Dama Vieduim Podim Oto Bishlocha les Kuchot. La Braïta nous ajoute une précision, qui on fera appel à qui pour faire une évaluation d'un fruit où son prix n'est pas connu? Eh ben des commerçants. On va pas appeler n'importe qui. Quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, n'est-ce pas? On va lui dire combien tu évalues. Il n'est pas du métier, il n'a pas l'habitude de faire des transactions, il n'a pas l'habitude de marchander et d'avoir on va dire, son esprit n'est pas aiguisé à évaluer exactement un fruit qui est pas. Donc il faut un connaisseur. Donc Shlocha les Kuchot, c'est des personnes qui ont l'habitude de faire des transactions, d'acheter des produits de cette manière. Afilou et Achidouche, avalo Shlocha Shenam les Kuchot. Par contre, si c'est pas son domaine, eh ben t'es HS, t'es hors sujet, n'est-ce pas? T'es pas compétent. Ça ne suffira pas d'inviter des personnes et dire, tu sais quoi, viens assister à mon évaluation. Il va se retrouver à évaluer tout seul. Les autres ne connaissent pas, bien ils ne connaissent rien en la matière. Donc il faudra 3 personnes qui ont l'habitude de faire des transactions. Va filou nochi, même s'il y a un goy, il peut faire passer un goy. Il connaît. Alors, on sait que des fois, on s'appuie sur le goy. Quand le goy, on sait, il y a cette notion, bien sûr que le goy n'est pas caché pour un témoignage ou autre, mais il y a Messiach les Fitumo. Si il nous raconte une histoire comme ça, d'une manière naturelle. Il nous aide à faire des choses. Oui, mais dans quel cas on utilise le goy? S'il n'a pas d'intérêt déjà. C'est pas dans tous les cas qu'on utilise le goy. Par exemple, il peut pas témoigner. Mais si il raconte une histoire comme ça naturellement, on pourra utiliser sa déclaration dans certains cas pour autoriser une femme à se faire marier, etc. Maser levitumo. Ok. En tous les cas, afilou nochi echad mehem. Donc même s'il y a un d'entre eux qui est goy, on pourra, c'est valable
aussi. Et si même un des trois peuvent être les propriétaires de la marchandise. Rabbi Yirmiyah pose une question, s'interroge. Qu'est-ce qui se passe dans le cas Trois personnes, ils sont des associés. Ils font des affaires ensemble. Donc finalement, est-ce que c'est... Non, eux, c'est pas leur fruit. Eux, ils vont seulement émettre un avis. Mais au final, trois personnes qui sont dans une même affaire, qui ont l'habitude de travailler ensemble, ils pourraient avoir un avis commun. Donc c'est pas trois avis différents. Donc s'il y a trois personnes qui font des affaires ensemble, même si chacun a sa petite différence et sa petite nuance, mais le fait d'être des associés et de travailler ensemble, on finit par avoir un avis qui se rapproche très fortement. Et donc peut-être ça suffit pas. Peut-être il faut vraiment trois personnes qui soient complètement indépendants et à leur compte. Et donc cette première question, l'Agma répond, Tashma, Ish Vishtenashav, Podin Maaser Shin, l'Agma va porter une preuve à partir de la Braïta. Un homme avec ses deux femmes, et comme on a dit, forcément, les personnes doivent être des commerçants, donc on parle des femmes commerçantes qui ont l'habitude d'acheter et de vendre, et ben ça suffit. Donc même si c'est un homme et ses deux femmes, probablement l'Agma a compris que un homme et une femme et ces femmes, eh ben ils travaillent dans la même société, n'est-ce pas? Si on est obligé de dire que la femme, elle est commerçante avec son mari. Quand la Braïta nous dit l'homme avec ses femmes, ils peuvent composer pour évaluer la valeur des fruits. L'Agma elle comprend, même si on est tous les trois associés. L'Agma a dit non, peut-être pas une faute, t'as pas de preuve. Donc Podim Asachin chez Dan Edoui, me dit ma Kigon Rav Papa ou Bat Abasura. L'Agma a dit non, Rav Papa et sa femme, ils étaient tous les deux commerçants, chacun avait son affaire. Et donc t'as pas de preuve de cette Braïta qu'un homme et ses femmes qui sont tous associés, sont considérés comme trois personnes différentes pour évaluer la valeur des fruits le prix du marché n'est pas connu, parce que peut-être effectivement, ce que la Braïta nous dit, que que un homme et ses femmes peuvent composer un groupe de trois personnes pour évaluer, peut-être qu'on parle qu'elles ne sont pas associées. Mais effectivement, s'ils sont associés, s'ils sont d'une même affaire, c'est l'évaluation d'une seule personne. Avec des shots, Bishlosha. On passe de sujet. Là, on parle de quand on vient racheter quelque chose qui est Ekdesh. D'accord? Donc, quelqu'un a rendu Ekdesh un bien. Et il veut le racheter. Lui ou le Gizbar veut le vendre, n'est-ce pas? Donc, un objet Ekdesh qu'on s'apprête à vendre. Il faut l'évaluer avant de le vendre. On va pas le vendre comme ça à la volée. Donc, on fait d'abord une évaluation. C'est Ekdesh, quelque chose de... On peut pas dénigrer l'appartenance du Ekdesh, donc on a besoin de s'assurer de la vraie valeur du bien avant de le vendre. On est bon le choix. Bien sûr. Donc avec des shots, donc celui qui vient racheter un bien du Ekdesh, il faudra faire préalablement une évaluation avec trois personnes pour savoir exactement, pour définir la valeur du bien. Donc avec des shots, Matniti Ndeloki Aitana Etania, l'Agma dit, notre Mishnah n'est pas l'avis, c'est pas un avis unanime, puisqu'on voit que dans la Braïta, il y a un avis différent à ce sujet-là. Des Tanya, c'est marqué dans la Braïta, Matniti de la Tanya, Rabbi Zabin Yaakov Omer, Afilou Tzinora chez l'Ekdesh, Tzira Be Asara Ben Adam Livdota. Même quand il s'agit d'un rachat de Tzinora, on a vu dernièrement dans Maseret Sanhedrin, dans la suite de Maseret Sanhedrin, Tzinora, c'est vraiment un tout petit ustensile qui est Klisharet, qui, si je ne me trompe pas, était utilisé pour le Lechem Apanim. C'était des fameux tiges, je vais vérifier tout de suite, mais des fameux tiges qui permettaient de laisser de l'espace entre les pains, pour ne pas que les pains s'abîment, parce qu'on les pose, ils sont chauds, et si on superpose des pains qui sont chauds, ils finissent par s'abîmer. La Gemara, maintenant, elle va chercher la source. D'où tu as sorti de la Torah le nombre de personnes qu'il faut pour évaluer un bien du Ekdesh. 3, 10, 5, d'où tu m'as sorti ça? D'où ça vient? D'accord? Donc on a besoin d'une source. D'où nous apprenons, où c'est enseigné dans la Torah, que lorsqu'il faut racheter, quand on vend un bien qui appartient au Ekdesh, il faut d'abord faire une évaluation à 3 ou à 10. Alors, on m'a dit comme ça.
Amarle Rav Papa le Abaye. Bishlama le Rabbi Ezer ben Yaakov. D'après Rabbi Ezer ben Yaakov qui dit qu'à chaque fois qu'on rachète un bien qui appartient à un Ekdesh, il faut 10 personnes. Mais je comprends, j'ai l'information, je sais d'où Rabbi Ezer ben Yaakov a tiré cet enseignement. Pourquoi? Parce que tout simplement, Damar et Shmuel, comme Shmuel nous a enseigné, Damar Shmuel, Asara Kohanim, qui est une paracha, c'est marqué à 10 reprises. Kohanim, dans la paracha qui nous parle du rachat du Ekdesh, c'est répété à 10 reprises Kohanim. Ça veut dire qu'on se présentera devant les Kohanim, etc. D'accord? Donc on sait à 10 reprises, donc 10 personnes. Et là, les Rabbanan, Shlosha Minaleu. Les Rabbanan qui disent qu'on se suffit de 3 personnes, quelle en est la source? La Gemara vérité m'a dit Tirtib Shlosha. Karka Tirtib Arba, Tisgebe Arba. Si c'est comme ça, parce que d'après Rabbanan, c'est marqué seulement 3 fois. On va voir tout de suite ce que ça veut dire 3 fois. Alors si c'est comme ça, dans le rachat d'un bien immobilier, où c'est répété à 4 reprises, alors on se suffira de 4. Alors que Rabbanan sont d'accord que lorsqu'on rachète un bien immobilier du Ekdesh, tout le monde est d'accord qu'il faut 10 personnes. Donc il faut comprendre comment on est passé de 3 à 10. Donc forcément, ou bien parce que tu prends l'ensemble de la paracha et tu utilises tous les nombres de fois, tu additionnes tous les nombres de fois où c'est marqué Kohanim et tu l'appliques dans tous les cas. Et donc ça c'est la position de Rabbi Ezer ben Yaakov qui dit que chaque fois qu'on rachète un bien du Ekdesh, il faut 10 personnes. D'après Rabbanan, je ne comprends pas comment ils font la part des choses. Et ils se suffisent de 3 personnes pour du mobilier et 10 personnes pour de l'immobilier. Vérité machinami almatnan akarkot disha vekohen elamaide mishal mebu asara ekdeshot mishal mebu shita livu shita kaché l'agma dit effectivement c'est une question. L'agma n'a pas trouvé de réponse à cette question. Elle est restée sur une question qui n'a pas de réponse. On ne sait pas quelle est la source de Rabbanan à partir duquel nous apprenons cette différence entre le rachat d'un bien mobilier où on se suffit de 3 et pour un bien mobilier, il faudra 10 personnes. La Torah a parlé à plusieurs reprises, la Torah a parlé à plusieurs reprises de rachat, de type de rachat. Il y a le rachat de biens immobiliers, il y a le rachat de BMA Temea, n'est-ce pas? BMA Temea, et il y a la paracha de Arachim. Donc il y a 3 parachiotes dans la Torah, et quand on parle des 10 fois où c'est marqué Kohanim dans la paracha, c'est pas dans une paracha, c'est dans ces 3 sujets-là. Donc on a 3 sujets où la Torah a parlé de rachat, d'accord, Padaber, Kecha, etc. Et dans ces 3 parachiotes-là, dans ces 3 sujets, c'est répété à chaque fois Kohen, Kohen. Combien de fois c'est marqué en tout? 10 fois. C'est ça la dracha de Rabbi Ezer ben Yaakov qui apprend qu'il faudra 10 personnes pour le rachat de quoi que ce soit qui appartient à Ekdesh. Donc il y a marqué 3 fois le mot Kohen dans le rachat de Ekdesh, 3 fois dans Arachim et 3 fois dans Bema Temea et 4 dans les Karkaot. Pardon, donc en tout on a dit, encore une fois, on a 3 et 4, ouais. 3 fois dans Arachim, 3 fois dans Pidyon Bema Temea et 4 fois dans le Karkaot. Donc ça nous fait 10. 3 et 4. Pardon, Rabbi, dans le Beth Amikdash, il y avait des entrepôts. Donc on a vu Netar Evaim, Aser Shin Davieduim, Hekdeshot Shlosha, Arachim Hamitaltelin Bishlosha, Rabbi Yehuda Omer, Echad Mehem Kohen. Donc dans les 3 personnes, des 3 experts qui vont évaluer Arachim, on arrive tout de suite, qui sont des biens mobiliers, 3 personnes, dont un Kohen. D'après Rabbi Yehuda, il faudra qu'un d'entre eux soit un Kohen. Verra un Kohen. À Karkaot, Tisha, ve Kohen. Et pour un bien immobilier, il faudra 9 et un Kohen. Ve Adam Koyotseben, on va voir c'est quoi Adam Koyotseben. La Gemara s'explique tout de suite. Donc la Gemara dit comme ça. Mayarachin, Amital Telin. C'est quoi les Arachim, donc les évaluations de biens mobiliers? Amarav Gidal Amarav, Beomer, Erer Kelizé Alay. Donc on sait dans la Torah, il y a une parachat Arachim. Et la parachat Arachim, la Torah a fixé des valeurs pour les hommes, pour les êtres humains. N'est-ce pas? L'homme, la femme et l'âge. C'est ça les 2 paramètres. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Et l'âge. Un mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 60 ans.
Donc il y a un baromètre qui est établi dans la Torah qui s'appelle des arachim. Donc si un homme il dit Erki alay, ma valeur, je donne ma valeur au Beth Amikdash, eh ben tout dépendra, c'est un homme ou une femme, et son âge, et sa valeur est déjà fixée par la Torah. Il y a des barèmes. Il y a des barèmes, c'est fixé par la Torah. Maintenant, il peut dire Erer Refetz Ploni. Il a pris sur lui, il s'engage à offrir la valeur d'un objet. Mais la valeur d'un objet, la Torah n'a pas fixé la valeur des objets. Donc il faut connaître le prix du marché. Donc là aussi, à nouveau, la question est, si c'est quelque chose qui a un marché, a priori, un marché fixe, a priori, pas besoin d'experts. On va voir ici dans le Metaltelin, mais en tous les cas, c'est ça la notion de RR. RR, c'est qu'il s'est engagé à offrir la valeur d'un objet. Donc il nous dit Rav Gidal, Amar Bomer RR Klize Alay, Damar Rav Gidal, Aomer RR Klize Alay, Noten Damav Maitama, Adam Yodea, Shen RR Lekli, Vegamar Vamar Shum Damim. En réalité, le chidouche il est ici, c'est que la formule RR, ce terme de RR, ne s'approprie pas sur un objet. Parce que RR, c'est le terme approprié pour le baromètre de la Torah qui est fixé sur l'être humain. Ah, ouais, d'accord. Sinon, c'est Damav, sinon c'est sa valeur. C'est l'être humain qui fixe son prix. Non, c'est la Torah qui a fixé le prix de l'être humain. Ça, c'est le terme de Arachim. Maintenant, quand on parle d'une valeur d'un bien, on n'emploie pas le terme de RR. RR, c'est un terme qui est utilisé dans la Torah pour la valeur fixe de l'homme, de l'être humain, que ce soit un homme ou une femme selon son âge. Ça, c'est Arachim. Maintenant, quand un homme il dit RR refet klize alay, normalement, ça ne devrait pas prendre effet. Pourquoi ça ne devrait pas prendre effet? Parce que par définition, l'objet, la valeur d'un objet ne s'appelle pas RR. Il s'appelle Damav, sa valeur. C'est une valeur. RR aussi, c'est la valeur, mais RR, c'est plus qu'on appelle ça. RR, c'est plus c'est plus le sens valeur que prix. Damav, c'est son prix. Ah, Le oui. prix d'un objet n'est pas forcément sa valeur, puisque tout dépend. Ça fait que chaud. Oui, il peut être artistique, il peut avoir une Non, valeur ça fait que sentimentale. chaud. Oui, plus simplement, ça dépend de l'offre et de la demande. Ah oui, aussi, oui. Parce que- Quand on parle d'une valeur, d'accord, qui peut évoluer, qui évolue, donc c'est pas sa valeur, c'est son prix. Je ne sais pas si c'est juste en français, mais en tous les cas. Par contre, quand on parle d'une valeur qui est fixe et qui est immuable, on parle d'une valeur. Dans la Torah, la notion de valeur qui est fixée pour l'être humain, on l'a trouvée seulement pour l'être humain, où c'est un tarif immuable. Il change pas. Homme, un prix, femme, un prix, là, selon l'âge. Et c'est immuable. Donc là, tu parlais d'une valeur. Quand on parle d'un objet, la valeur de l'objet n'est pas forcément sa vraie valeur. En tout cas, sa vraie valeur n'est pas fixe et dépendant de plusieurs paramètres. Exactement. N'est-ce pas? Et ça peut être encore une fois, l'offre et la demande, et ça peut être aussi selon au cas par cas. Il y a certains objets où ils sont vendus au cas par cas. Voilà, c'est pas des objets qui sont les plus vendus ou les plus. Diamant. Voilà, il y a des choses. Razak, alors c'est à ça que je faisais allusion, puisqu'on sait que l'Agmara, il y a un avis dans l'Agmara qui dit qu'il y a certains objets qui n'y a pas d'interdiction de Ona. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis au prix du marché. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer des sommes importantes pour quelque chose qui ne se trouve pas, comme par exemple une pierre précieuse, etc. Exactement. C'est un avis dans l'Agmara qui n'est pas forcément retenu là à la mais en tous les cas, c'est pour dire qu'il y a des objets qui ne sont pas forcément liés au prix du marché. En tout cas, ça c'est la position de Rav Gidal. Rav Gidal nous dit, au nom de Rav, qu'effectivement, une personne qui aurait employé le terme de RR pour un objet, même si ce n'est pas un terme approprié, l'engagement est engagement. Pourquoi? Parce que l'homme sait qu'il n'y a pas la notion de RR sur un objet. La notion de RR, comme on a dit, c'est la valeur fixée par la Torah. Quand on parle de la valeur d'un objet, ce n'est pas une valeur qui est fixe, c'est une valeur qui est dépendante du cours du marché. Et donc, ce n'est pas un RR, c'est un Damav, c'est son prix. Et donc, là, on m'a dit, Maïtama Damyodesh en RR, les clim, Vegamar Vahamar, les Shum Damim. J'ai donné une explication qui n'est pas forcément l'explication, mais en tout cas, ça nous donne un sens de cette différence d'appellation entre RR et Damav. Parce qu'on va voir que pour l'homme aussi, un homme peut dire Dami Alay, Damim. Il peut s'engager à payer sa valeur. Et sa valeur, ce sera quoi?
Pas la valeur qui est RR, qui est fixée par la Torah, la valeur sur le marché. Il est orfèvre, il est Razak, médecin. selon selon ses capacités, selon son état, selon sa valeur du prix du marché, s'il venait être vendu, ça peut être aussi un engagement, mais c'est pas RR. Maintenant, pour un objet, l'objet n'est jamais, on va dire, fixé d'une manière, définie, et donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas ce terme de RR qui est valable pour l'objet. Aujourd'hui, c'est faux, non? Pardon? Aujourd'hui, RR, ça veut dire estimation, plus que Effectivement. ça prend. Chazak, en hébreu moderne. Mais je dis en hébreu moderne, quand on parle d'un RR, si on parle d'une vraie valeur, un homme qui est RQ, on appelle une personne qui a des valeurs. C'est quelqu'un qui a des valeurs, on va dire, qui est. Oui, mais qui a des valeurs, ça veut dire qu'il a une. Oui, qu'il a des, une. Il a une. Il est déterminé c'est des valeurs qui sont vraiment fixes. Quand on dit qu'un homme a des valeurs, c'est qu'il a une certaine conduite, non, pas du tout. Quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'importance à certaines disciplines, par exemple, et qui ne changera jamais. Il sera, comment on appelle ça? Il sera figé sur certaines choses et il ne va pas bouger selon le vent. C'est une personne déterminée, c'est une personne qui a des valeurs, n'est-ce pas? Donc c'est ça le sens de RR. C'est quelque chose qui est vraiment une vraie valeur, c'est une valeur sûre. Ok, en tout cas, c'est le terme en tous les cas qui est employé dans la Torah pour une valeur fixe. Ça c'est les mots de Rashi déjà. C'est Damav Ktsuvin. Quand on parle de quelque chose de fixe, on parle du terme de RR. Et quand on parle de quelque chose qui n'est pas fixe, on parle de Damim, de son prix. Il y a le prix et il y a la valeur. Donc l'Agma a dit, ça c'est la position de Rav Gidal au nom de Rav. Mishumachi noten damav. Hayarachim mitaltelim. Arim shel mitaltelim. L'Agma a un problème dans le langage de la Mishnah. Pourquoi la Mishnah a dit Arachim hamitaltelim? Il fallait dire les Arachim des metaltelin. Donc shel metaltelin. Arachim hamitaltelim, on dirait que c'est les valeurs mobiles. Non, c'est pas des valeurs mobiles, c'est les valeurs d'un mobilier. Donc il fallait dire Arachim Shel Metaltelin. Mivele, l'Agma dit effectivement, Tana Arachim Shel Metaltelin. C'est ce qu'il faut dire. Afrizda Amar, Avimi, Bematpis Metaltelin L'Arachim. On parle de quelqu'un qui a Matpis Metaltelin L'Erko, c'est-à-dire, il dit, il s'est engagé effectivement à offrir sa valeur. Et il a dit, je payerai ma dette avec ces biens-là. Je payerai ma dette en nature, avec ces biens. Donc il faut évaluer les biens. Donc lui, il a dit, il s'est engagé à payer sa valeur. Sa valeur, elle est fixée par la Torah, 5, 10, 20, etc. Maintenant, il a dit, et je payerai avec cette table, avec ces biens. Donc il faut évaluer le bien. Donc on parle de matpis, metaltelin, nerko. C'est-à-dire qu'il s'est engagé à donner les biens en paiement de son engagement qui était sa valeur. Donc, deuxième explication, c'est les biens. Quand une personne s'est engagée à payer sa valeur, qui est son RR, mais il a posé la condition, donc il a précisé qu'il allait payer pas en argent, mais par un bien. Donc il faut évaluer le bien pour savoir combien on va prendre de ce bien-là, combien il y aura de monnaie, n'est-ce pas? Donc cette évaluation de ce bien devra être de 3 personnes ou avec un Kohen en plus. Rabbi Avouamar, troisième explication, Beomer Erki Alay. On parle effectivement d'une personne qui a dit Erki Alay, donc il a dit je paye ma valeur qui est fixée dans la Torah. Ba Kohen Igvot Umenu Metaltelin Bishlosha. Maintenant le Kohen il est venu faire une saisie. Donc il y a des huissiers, ça a toujours existé, n'est-ce pas? Donc une personne qui a une dette envers le Beth Amikdash ou qui a une dette de korbanot, dans certains cas, on vient et on lui saisit les biens. Donc quand on va venir saisir les biens, le Kohen va venir et dit eh oh, tu as une dette envers le Beth Amikdash, n'est-ce pas? Donc tu dois payer. Il dit j'ai pas d'argent. Ok, t'as pas d'argent, je te saisis ton bien. Il ne pourra pas saisir en étant seul le Kohen, mais il faudra faire appel à 3 experts. Et d'après Rabbi Yehuda, il faudra qu'un des 3 soit Kohen. Donc s'il prend Achin Hamitaltelin, quand je viens saisir, quand le Kohen vient saisir un bien mobilier
on se suffira de 3 personnes. Quand il vient saisir un bien immobilier, il faudra 10 personnes et un Kohen. Donc, Omer qui a l'aïba, qu'on y voit, mais nous mettons bishlosha, karkot basara. Amar Rav Chama divti la Rav Nabish, amala fouke me egdesh bainan shlosha. Et là, il y a mais l'egdesh shlosha lamali. La Gemara dit, j'entends, il y a une logique que lorsqu'on vient racheter quelque chose qui appartient au egdesh, j'entends qu'il faut 3 experts. Parce que si tu viens soutirer quelque chose qui appartient au egdesh, tu as besoin de t'assurer que tu ne vas pas sous-estimer un bien qui est egdesh. Mais quand c'est l'inverse, tu viens prendre quelque chose pour le Ekdesh. Pourquoi il faudrait des experts? Il n'y a pas. Alors, Bémet, il faut comprendre la question. De même, de même qu'il peut y avoir une sous-estimation, une sous-évaluation quand ça appartient au Ekdesh, tu peux avoir aussi une surévaluation quand tu viens prendre pour le Ekdesh. C'est-à-dire, la personne doit 100. Mais peut-être tu vas évaluer le bien 100 alors qu'il ne vaut que 90. Et donc, tu vas faire perdre au Ekdesh 10. D'accord? Donc, il n'y a pas de logique. Alors, on va voir tout de suite la Gemara dit. Amarle, Svaraou. Mais mettre la Gemara, c'est ce qu'elle répond. Mais il faut comprendre la Vamina. La Gemara dit, c'est une logique. Svaraou. Mali Ayoule, Mali Afouke. Afouke Maïtama. Dit Matae. La Gemara dit, mais c'est la logique, elle va dans les deux sens. De même que quand je viens racheter quelque chose qui appartient à Ekdesh, eh ben, je crains de sous-évaluer le Ekdesh. Et donc, je vais payer 90 pour quelque chose qui vaut 100. Eh ben, dans le sens inverse aussi, peut-être tu vas surévaluer et tu vas lui évaluer 100, quelque chose qui vaut seulement 90. Bémet, il faut comprendre quelle est la Vamina de l'Agmara. L'Agmara dit donc Mali Ayoule, Mali Efouké, que ça change de prendre un bien du Ekdesh ou d'attribuer quelque chose, un bien au Ekdesh. Mali Afouké, Maïtama Dilmatae, Ayoule, Namin Dima Tae. Donc Bémet, il faut comprendre ici. Juste une petite parenthèse du Tosfot, très intéressant. Comme c'est un sujet qu'on revoit dans Nazir, on ne l'a pas vu explicitement dans Nazir, mais c'est un sujet qui concerne les engagements d'une personne et la parole de la personne, c'est la position de Rabbi Meir, à savoir, la Gemara dans Harin explique que cet enseignement de Rav Gilal au nom de Rav, d'une personne qui a dit « Erer ploni alay », c'est-à-dire qu'il a employé un terme de Arachim pour un objet, alors que ça n'existe pas, un RR d'un objet, comme nous avons dit. C'est seulement Damim, c'est seulement le prix du marché, mais pas la valeur. C'est la position de Rabbi Meir. C'est basé sur Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il dit En Adam Otsit Varav Levatala, un homme qui a formulé quelque chose, on va chercher à donner une interprétation à ce qu'il a dit, à ce qu'il a formulé, même si on sait que si on venait traduire littéralement ce qu'il a dit vaut 0. N'est-ce pas? Il a employé des termes qui n'ont pas de sens, on va dire. En tous les cas, selon la Torah, selon les règles de la Torah, ce qu'il a formulé n'a pas de sens. Rabbi Meir dit, tu sais quoi? Ça n'a pas de sens au premier degré, à la première traduction, ça n'a pas de sens. Donne-lui un sens. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire du fait qu'il s'est engagé, tu es censé, ça veut dire qu'au fond, il voulait faire quelque chose, n'est-ce pas? Il voulait faire un don. Eh ben, tu es obligé de lui trouver un sens. Et c'est sur ça que c'est basé. C'est pour ça que, mais encore une fois, c'est un grand ridouche, comme on a vu dans Nazir, parce que normalement, quand tu viens, on va dire, te connecter à une notion de Torah, eh ben, il faut que ce soit en phase avec ce que la Torah dit. Si tu veux pas employer un terme de la Torah, ou bien tu veux pas t'engager un engagement qui est défini par la Torah, en employant un terme qui n'existe pas dans la Torah. N'est-ce pas? C'est ça la problématique. Comme on a dit, Nazir, un homme qui dit Nazir et qui n'a pas l'intention d'être Nazir, eh ben, il sera Nazir. Et à l'inverse, quelqu'un qui a l'intention d'être Nazir, mais il n'a pas employé le bon terme, mais il ne sera pas Nazir. Il n'est pas Nazir. Pourquoi? C'est comme quelqu'un qui marie une femme, un couple qui veut se marier. Mais il n'a pas employé le bon terme. C'est le cas le plus simple et le plus détaillé, on va dire, dans la Gemara, et c'est le plus proche de nous, n'est-ce pas? Un couple qui veut se marier, il donne la bague, tous, on est sous la choupa, etc. Mais il n'a pas dit arrête mes coups d'échec. Il a dit, par exemple, je suis ton mari. Zéro. Pourquoi? Parce que la Torah a dit, le mariage, c'est ki ikar ishisha, c'est la femme qui est acquise par le mari, sans rentrer dans tous les détails et définitions, mais c'est pas le mari qui devient le mari de la femme. C'est la femme qui devient la femme du mari. Donc, même s'il y a volonté, il y a toute la cérémonie, il y a toute on va dire le dessin extérieur, mais il n'a pas employé le bon terme, zéro.
D'accord? Donc là, il y a un très grand chidouche en réalité. Rabbi Meir nous dit un chidouche ici chez nous, malgré que l'homme a employé un terme qui normalement vaut 0. En adam otzi dvar aluvatala. On va appliquer une autre règle qui est un homme ne parle pas en vain, c'est-à-dire va jusqu'à trouver une signification à ce que. Et donc, dans ce cas-là, même s'il a dit RR Keli Ploni Alay, RR Metaltel Ploni Alay, normalement c'est une formule qui vaut 0. Rabbi Meir dit tu la traduis quand même. Ok. On continue la Gemara, Karkarot. Donc, Daftet Vavamoud Aleph, en face de Tosfot, c'est un Karkarot Isha et Kohen. Donc, pour un rachat d'un bien immobilier, il faudra 9 personnes plus un Kohen. Mais là, Némilé. Donc, c'était la fameuse Gemara qu'on a lue précédemment, que la Gemara n'a pas détaillée. Mais la Gemara va nous dire comment on a trouvé, comment on arrive à 10 personnes, pour 10 experts, pour l'évaluation d'un bien qui appartient à Ekdesh, quand c'est un bien immobilier. La Gemara a dit, Menan Emila Marshmuel, Asara Kohanim Ktuvim Parasha, Chadegoufé, c'est marqué à 10 reprises Kohen, dans la paracha, dans la paracha du rachat. Donc 10 fois, Chadegoufé, Anachavim Yutacham, Yoden Yutacham, Yotela Lerabot, Dafilut Tisha Israël. Donc c'est marqué 10 fois Kohen. Pourquoi tu me dis à 10 fois Kohen? Tu aurais pu te suffire de dire une fois le mot Kohen. Donc une fois, c'est pour dire qu'il faut un Kohen. Ensuite, la Torah l'a répété Kohen. C'est comme si ça vient, c'est un miut achar miut. C'est une, comment on appelle ça, un miut. Ça vient exclure. C'est une exclusion après une exclusion. Moins et moins, n'est-ce pas, ça fait plus. On est d'accord? C'est exactement. Miut achar miut, c'est merabé. Donc ça veut dire quoi? Si la Torah le répète à plusieurs reprises, Kohen, 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 c'est pour dire qu'il faut un Kohen et tous les autres peuvent être Israël. Ok, mais si tu as Khamisha et Khamisha, mais peut-être tu vas faire n'est-ce pas, tu vas mettre les moins et les moins entre parenthèses. Donc tu as moins et moins, ça te fait un Israël. Moins et moins, ça fait un Israël. Donc tu as 5 Israël et 5 Kohen. Pourquoi tu vas dire, tu te suffit d'un seul Kohen et 9 Israël? Là, reste béché là. Ve'adam kayotse baen, c'est-à-dire quoi? Ve'adam kayotse baen. Donc là, encore une fois, on reste sur une question. Ça ne veut pas dire que c'est une réfutation. La Mishnah ne bouge pas. La Mishnah nous a dit il faut 10, il faut 10. Quelle est la source? Effectivement, on a un problème avec la source. On n'a pas compris exactement d'où provient la source, mais c'est ce qui est marqué et c'est ce qu'on retient. Ve'adam keteben, Adam ikadosh. Un homme peut se sanctifier? Pas du tout. On a dit que ça peut exister arachin, ça peut exister chovi, mais un homme ne peut pas se sanctifier. Si un homme dit je suis kadosh, je me rends ekdesh, est-ce qu'il peut se rendre ekdesh? On n'a pas vu. On a vu un objet peut rendre ekdesh, une bête peut rendre ekdesh, une béma théora peut être ekdesh, une béma tuméa peut être ekdesh. Un homme, on n'a pas vu. Ah, mais qu'est-ce qu'on peut avoir? La valeur. Mahod. Qu'est-ce qu'on peut rendre ekdesh? Un être vivant, on peut le rendre ekdesh? Quel est... Ça y est, ça on a donné. Chazak ou Barou, on peut avoir un esclave. Un esclave, c'est un bien. C'est un bien qui a une valeur. Donc ça peut être Chazak ou Barou. Ça peut être un métaltel, ça peut être un karka. Chazak, on sait que le métaltel, on sait que les avadim, hukjou les karkaot. On arrive tout de suite, l'agma elle dit Adam ikadosh. Donc l'agma elle comprend pas. De quoi on parle de Adam? Est-ce qu'un homme, c'est pas marqué Evet, c'est marqué Adam. Donc un homme, est-ce qu'un homme peut se devenir kadosh pour qu'il ait le devoir de se racheter, etc. Amarabiavo Bomer Damé Alay. Ma valeur. Première réponse, effectivement, c'est qu'il a dit sa valeur. C'est-à-dire qu'on a dit, il y a la manière de s'engager à payer son RR. RR, c'est la somme fixée par la Torah. Et il y a une autre manière de s'engager à payer sa valeur. Sa valeur, c'est la valeur marchande. Combien il vaut sur le marché? Combien, s'il venait se faire vendre en tant qu'esclave, combien on aurait été prêt à le payer? Détania, Homer Dami Alay. Et donc le fait, Adam Ketzeben, c'est quoi Adam Ketzeben? Première réponse d'Agmara, c'est qu'on parle de celui qui s'est engagé à payer sa valeur. La valeur marchande, c'est comme un esclave, et un esclave, il est comparé au bien immobilier, de même que pour le bien immobilier, il faut 10, là aussi il faudra 10. Ben Rabbi Avin, Se'ar Ahmed Igazed, Bekama, qui gazouz dami ou bishouchok, qui m'ont dami ba'asara. Quelqu'un qui a offert sa chevelure. La chevelure. On fait des perruques. Khazak, tu veux faire quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que le Ekdesh va faire avec? Le Ekdesh n'a rien à faire avec. Le Ekdesh va le revendre. Mais ça a une valeur. On sait qu'il y a une valeur. Donc là, la question est de savoir combien de personnes
il faudra, pour évaluer, combien d'experts il faudra pour évaluer la valeur des cheveux. C'est quoi la question? On sait qu'il y a une règle dans la Torah, dans la Gemara qu'on trouve en général, toute chose qui est arrivée à maturation, comme des fruits, comme de la récolte, n'est-ce pas, qui est arrivée l'heure de la moissonner, eh ben c'est comme si qu'elle est déjà coupée. Tant qu'elle a besoin du sol, elle a besoin du sol, elle a besoin de l'arbre pour mûrir, pour se développer, pour prendre du volume, etc. C'est détaché, là. Donc c'est considéré attaché à l'arbre, c'est considéré de l'immobilier. Mais dès le moment où ça s'est arrivé, c'est arrivé, donc c'est comme un fruit qui est déjà cueilli. Il est pré-cueilli, mais il est cueilli parce qu'il n'a plus besoin du sol. Et donc là aussi, c'est la même question. Est-ce qu'on considère que les cheveux qui omettent des gazaises, alors pour les cheveux, c'est un petit peu intéressant parce qu'on sait que le cheveu, tant qu'il est sur le crâne, il pousse. Alors bien sûr, il y a une manière on va dire, d'entretenir le cheveu pour qu'il continue à pousser, etc. Mais en tous les cas, c'est un petit peu difficile. Qu'est-ce que ça veut dire un séhar à omettre des gazaises? Un fruit, je sais, un fruit, si tu le cueilles pas, si tu le récoltes pas, il va pourrir. Un cheveu, normalement, il continue à pousser, même si, voilà, il faut peut-être l'entretenir, lui couper les pointes, etc. pour on va dire pour pour ravifier, pour comment on appelle ça, oui, et ça le pousse à pousser. C'est ça. Ok? Tonifié. Le ravifié. Chazak, ok. Donc, Bémet, c'est un petit peu difficile, c'est à dire quoi? C'est aromé du gazette, mais peut-être. Ok. En tout cas, la Gemara, elle demande, donc est-ce qu'il faudra 3? Est-ce que c'est comme quelque chose qui est déjà détaché et donc c'est comme du mobilier et donc on se suffit de 3? Ou bien non, c'est encore attaché au crâne et donc ça fait partie de l'homme, de la valeur de l'être humain et donc il faudra 10 personnes. La Gemara a dit, Mechila, Rabbi Abin, c'est aromé du gazette Bekama, qui gazou tamé ou bishoucham, qui m'ouvre tamé basara, Tashma, Amagdish Tavdo, En Moalimbo. Donc celui qui a rendu Ekdesh son Even, là on arrive, voilà, on a donné la deuxième signification qu'on aurait pu donner à la Mishnah, la Gemara ne le donne pas, mais en tout cas, il est possible de rendre Ekdesh un être humain, par exemple, c'est un esclave, et donc en tout cas, qu'est-ce qui se passe avec ses cheveux? Est-ce qu'un esclave qui est Ekdesh, donc un homme a rendu Ekdesh à un esclave, qu'est-ce que le Ekdesh va faire avec cet esclave? Rien du tout, il va le vendre, mais tant qu'il n'est pas vendu, il est Ekdesh, donc il appartient, c'est un bien qui appartient au Ekdesh. Et donc, on sait que quelque chose qui est Ekdesh, il y a un digne de Meïla. Si on vient faire un usage de ce bien-là qui appartient à Ekdesh, on est Chayav Meïla, c'est-à-dire on doit payer Keren, Chomesh, Ve'acham. On doit payer le capital, l'usage que nous avons fait de ce bien-là, plus 25%, plus un korban. Ça, c'est le digne de Meïla. Bien sûr, Meïla, c'est quand c'est fait Beshogeg. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe avec le cheveu de l'esclave? Est-ce qu'il y a un digne de Meïla ou pas? C'est-à-dire, il a pris un cheveu pour, je sais pas faire, pour se faire une natte ou une loméchané de l'esclave. Est-ce qu'il y a Meïla ou pas? Donc, Tashma Magdish Tavdo, En Moalim, pour Rabbi Shimon Gamliel Omler, Moalim Besearo. Rabbi Shimon Gamliel dit, il y a Meïla dans le cheveu. Donc, Marloquette, est-ce qu'il y a Meïla dans l'esclave ou pas? Et la Gemara dit, concernant les cheveux, il y a Meïla. Et la Gemara explique, c'est quoi le point de discussion? Est-ce qu'il y a Meïla sur le cheveu ou pas? On parle d'un cheveu à Ahmed Gazez qui est arrivé le moment à le couper. Et la question est de savoir, est-ce que je le compare à un bien mobilier ou immobilier? Donc a priori, c'est un sujet discuté. La Gemara a posé la question, est-ce qu'il y a Meïla dans le cheveu? A priori, c'est une marloquette Tanaïm, Tanakama et Rabbi Shimon Gamliel. Donc Tashma Magdish et Avdo Enmo Alimbo, Rabbi Shimon Gamliel, Alim Messar, Vikaim Alan, Debessar Ahmed Gazez, plié, Shmamina. Et donc la Gemara, c'est comme ça qu'elle conclut que le point de discussion entre Tanakama et Rabbi Shimon Gamliel sur les cheveux, le point de discussion est un cheveu qui s'apprête, qui est sur le point d'être coupé. Et la question est de savoir est-ce qu'il y a Immobilier ou immobilier. voilà mobilier ou immobilier. Et pour revenir, Il va jamais pourrir. Il va jamais pourrir. c'est une question. Donc, si jamais pourrir. Question, je sais pas la réponse. Keilou, il est sur l'arbre et il continue. Donc ça veut dire qu'il est immobilier. Anilo et Déa, je sais pas répondre à cette question. Pour moi, c'est une question parce que normalement toute la logique de Omed Ligazez, de Omed Dikatser, c'est parce que ça n'a plus lieu de rester sur terre. Et donc, c'est considéré comme un bien mobilier. Là, l'Ichora, c'est pas exactement pareil, mais l'Agmara dit quand même que c'est ça le point de discussion. Et pour revenir au vif du sujet, comme nous avons dit, un esclave, il est comparé à un bien immobilier. Et sur l'immobilier, il n'y a pas de Me'ila.
La Meïla n'est seulement sur un bien mobilier. Et donc Rabbi Shimon ben Gamliel qui nous dit, donc tout le monde est d'accord que l'esclave est comparé à l'immobilier. Et donc il n'y a pas de Meïla. Donc si j'ai fait usage d'un esclave qui appartenait à Ekdesh, il n'y aura pas Meïla, tout le monde est d'accord. La question est sur le cheveu. Et de quel cheveu on parle? D'un cheveu qui est censé être coupé. Et sur ça, Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit, Mo'alin Besearo. C'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Gamliel considère qu'un cheveu qui est prêt à être coupé, à être coiffé, eh ben, il est considéré comme un bien mobilier. Et c'est pour ça qu'il y aura Meïla. Et donc, il y a donc là, on a une réponse à notre question. Et on sait qu'habituellement, chaque fois, Kol Makom, chez Shana Rabbi Shimon ben Gamliel, Alacha Kemoto, on retient la position de Rabbi Shimon ben Gamliel habituellement. C'est ce qui est marqué ici aussi. Nima Anetane Kanetane Lagma dit, a priori, ce sujet-là, il est discuté par d'autres Tanaïm, à savoir des Tanan, Rabbi Meir Omer, Yesh Dvarim Shem Kekarka, Avenem Kekarka. Il y a des choses, il y a des biens qui ressemblent à l'immobilier, mais ils ne sont pas de l'immobilier. Ven Chaim Odimlo, et Chaim sont en désaccord. Donc on a déjà trouvé une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim concernant quelque chose qui est discuté, est-ce qu'il est considéré comme un bien mobilier ou immobilier? De quoi on parle? Ketzad, Eser Gefanim, Te'onot Masarti Lecha. On sait qu'il y a une règle qui est très proche de celle-ci, mais c'est un autre domaine complètement. On sait que En je vais mettre la karkaot. C'est marqué dans la Torah. Toute personne qui a une réclamation envers son ami, Adelu Yavod de Varshinehem, qui Asher Yomar qui ousait, Adelu Yavod de et Venishba Velo Eshalem. C'est pas exactement le mot du pasuk, mais en tous les cas, quand il y a une réclamation d'un bien mobilier, eh ben, le réclameur pourra obliger le réclamé à jurer, et c'est en jurant qu'il sera acquitté et dispensé. On parle dans Parashat Shomrim, mais pas que de Shomrim, etc. Maintenant, quand c'est une réclamation d'un bien immobilier, il n'y a pas de joie. En nishben la karkaot, et donc en nishben la vadim, et donc en nishben aussi à la shtarot. C'est seulement sur du mobilier que la Torah a appliqué ce digne de shvoa. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si la réclamation est de 10 arbres, avec les fruits sur les arbres. Donc c'est une réclamation mobilière ou immobilière. Et donc dans le cas où il sera modé bemixat, il y aura une reconnaissance partielle. On sait que c'est le digne de modé bemixat ishava, celui qui reconnaît partiellement la réclamation, eh ben, il se doit de jurer. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est une réclamation mobilière ou immobilière? Et là, il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Et donc la Gemara veut faire ce parallèle entre la marloquette Tanakama et Rabbi Shimon ben Gamliel concernant les cheveux, qui sont un bien immobilier parce qu'on s'apprête à les couper. Pareil pour les fruits. Les fruits qu'on s'apprête à cueillir, est-ce que c'est un bien mobilier ou immobilier? C'est une discussion entre Rabbi Meir et Chachamim. Dans les mots, donc Rabbi Meir Omer, Yesh Dvarim Shem Kekarka, Venem Kekarka. Il y a des biens immobiliers qui ne sont pas des biens immobiliers. Ça ressemble, mais ce n'est pas. Pareil, Ven Chaim Odim, les Chaim ne sont pas d'accord. Ketzad, et Sergifanim Tonil Masarti Lecha, je t'ai transmis à développer, à entretenir, à traiter 10 arbres qui étaient théonimes, qui étaient pleins de fruits. D'accord? Donc, admettons qu'il lui a donné, je ne sais pas si à garder ou à entretenir ou à déraciner pour les replanter, parce qu'on sait très bien que la manière de planter les arbres, c'est qu'au départ, il plantait 10 arbres dans une certaine surface, et quand ils poussaient, ils devenaient déjà plus importants. Il déracinait 7, il en laissait que 3. Parce que, comme ça, on avait vu dans Batra essentiellement, c'est qu'un arbre, quand il est jeune, il n'a pas besoin beaucoup de s'étendre, les racines sont encore... Et donc, on pouvait concentrer les plantations. Et bien sûr, quand c'est des terrains qui sont fertiles, etc., donc on va concentrer la plantation de 10 sur une certaine surface, et ensuite, on va retirer 7, et on va en planter parfois. Donc, quand on parle de Eser Gefanim Teronim Asartilecha, on peut supposer, même si c'est pour les pieds de vigne, c'est pas exactement pareil, mais en tous les cas, on peut supposer ça veut dire qu'il lui a donné. Il faut dire qu'il a donné à développer, à entretenir, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui rend? Il lui dit non, tu m'as donné, il n'y avait que 5. D'accord? Donc est-ce qu'il rentrera dans le cadre de modé bemixat, de reconnaissance partielle ou pas? À savoir, par rapport à c'est quoi la conséquence? Est-ce qu'il va jurer ou pas? Si c'est un bien immobilier, il n'y a pas de joie. Si c'est un bien mobilier, c'est un joie. Donc la question est ici, effectivement, les arbres, c'est de l'immobilier, mais les fruits qui sont dessus, est-ce que c'est de l'immobilier ou du mobilier? Donc l'agma a dit, donc, Vala Omer, donc Ketzad, et ça qui fait une teronot, ma starti de Vala Omer, Rabbi Meir Mechayev.
Rabbi Meir dit, il est chayav de jurer. Va chachamim, omrim, kol ha-mechubal al-karka ki karka. Chachamim disent pas du tout. La réclamation, c'est des arbres fruitiers. Les fruits qui sont sur l'arbre, c'est de l'immobilier. Et de même qu'on ne jure pas sur l'arbre, on ne jure pas non plus sur les fruits. Ve'amar Rabbi aussi, on n'a pas encore fini la précision de quel cas il parle. Mais Rabbi aussi a précisé. Ve'amar Rabbi aussi, v'chaina ba'anavim, amdim libater askinan, mar savar kipsuro damian, ou mar savar la kipsuro damian. Sur ça, Rabbi aussi nous dit, tu sais dans quel cas il parle? Il discute Rabbi Meir et Rabbanan. On parle du cas où la réclamation est des vignes, oui, où les raisins sont prêts à être cueillis. Et donc on parle de Anavim, Amdim Libater. Et c'est dans ce cas-là que Rabbi Meir a dit que ces grappes de raisins sont considérées du mobilier. Et Chachamim sont en désaccord. Donc on voit que Chachamim et Rabbi Meir discutent le même point de discussion qu'il y a entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Gamliel concernant les cheveux. La Gemara a dit non, c'est pas pareil, ne compare pas. Afilote Rabbi Meir atkal ou kam Rabbi Meir atam, kol kam eshavkalu mikresh karché, aval sero kol kam eshavkalu ashbuchem ashbar. Donc la Gemara, ce qu'on a soulevé tout à l'heure, c'est exactement la avamina, mais encore une fois, il faut comprendre. Et la réponse de la Gemara, c'est exactement ce qu'on s'est étonné. Quelle est la comparaison entre des fruits et des cheveux? Des fruits, tant qu'ils restent sur l'arbre, ils vont se dégrader, ils vont s'abîmer, ils vont pourrir. Donc quand il faut les couper, tu dois les couper. C'est dans ce cas-là que Rabbi Meir a considéré, seulement dans ce cas-là, que Rabbi Meir considère que des fruits, des pousses, des céréales, ou tout ce qui pousse, là c'est considéré mobilier quand je dois le cueillir. Mais pour les cheveux, t'as pas de preuve. Mais effectivement, Rabbi Shimon Gamliel dit, même pour les cheveux, on considère que l'homme dit gazez, qui gazouzame, et c'est ce qu'on retiendra, aussi bien pour les fruits, et aussi bien pour les cheveux. Il y a des remarques de Tosfot, mais en tous les cas, pour les cheveux, pour nous, ça reste un chidouche, comme la Gemara elle-même dit, c'est pas comparable aux fruits. Les fruits, je comprends que c'est considéré comme du mobilier, parce que on ne peut pas le laisser sur. C'est dommage, c'est à son désavantage de le laisser au sol. Donc je ne vais pas considérer que c'est un bien immobilier. Il est censé être coupé pour qu'il soit consommable. Ok. Dîner les fachot, on passe. Étape suivante dans la Mishnah. Dîner les fachot, quand on. Pardon. Là, à une autre catégorie dans la Mishnah, combien de dayanim faut pour juger une personne et pour pouvoir condamner à mort une personne. Donc, quand on parle condamnation à mort, ça peut être pour un chilou Shabbat, ça peut être pour Avodah Zara, ça peut être pour Gilou Yarayot, ça peut être tout ce qui est condamnable par le Beddin à mort, Dîner Nefashot. Il faudra 23 dayanim. Le nombre de dayanim, le tribunal sera composé de 23, et comme nous avons dit dans la Mishnah, Veshaftu Aeda, Vehitzil Aeda. Donc il faut un groupe de 10 personnes qui soient capables d'accuser, 10 personnes qui soient capables de défendre, de prendre la défense, et ensuite, pour l'accusation, il faut une majorité de 2, alors que pour une défense, il faut une majorité d'1. Je m'explique. Pour pouvoir condamner, il faut 12 contre 10. Et pour pouvoir défendre, il suffit de 11 contre 10. Donc maintenant, donc c'est au moins 12 et 10, donc ça fait 22, pour pouvoir condamner. Maintenant après, il pourra avoir aussi, avec 20 aussi, je peux avoir une majorité écrasante, je peux avoir 15 contre 5. Mais en tous les cas, du fait que la Torah a dit « Veshaftu Aeda » c'est-à-dire qu'il faut composer le Beddin d'un groupe de personnes, au moins de 10 qui accusent et au moins de 10 qui défendent. C'est comme ça que j'arrive à ce chiffre de 23, parce que ensuite, si j'ai 10 qui défendent, il faudra au moins 12 qui accusent pour pouvoir condamner. Et du fait que le Beddin ne peut pas être composé d'un chiffre pair, on rajoute un 23e, et c'est comme ça qu'on arrive à 23. Donc là, comme on dit, Vachot Kapasik Vetane, Loshna Rovea Zachar, Veloshna Rovea Nekeva. Bishlama Rovea Nekeva Dirti Varakta Tabema. On revient sur un des exemples qui sont marqués dans la Mishnah, c'est celui qui a une relation avec la bête. La relation avec la bête, ça peut être un homme, ça peut être une femme. D'accord? Donc ça peut être la femme qui Hevia Behema Alea, et ça peut être l'homme qui a une relation avec. Alors l'Agma a dit, et dans les deux cas, on tuera aussi la bête. Maintenant, l'Agma demande, d'où tu sais qu'on doit tuer la bête quand c'est un homme avec une bête? Quand c'est une femme avec une bête, ça c'est explicite dans la Torah. On va tuer la bête. Mais qui a dit qu'on va tuer aussi la bête quand c'est le nirva? Donc l'Agma a dit,
Kapasik vetane de la Mishnah, Loshna rove azachar, Loshna rove anekeva. Mishlama rove anekeva, dirtiv arakta ishta veta bema. Et là rove azachar minalan, d'où on sait qu'il faut tuer aussi la bête. Dirtiv, kol shochev bema, motumat. Imeno enyan le shochev, nu enyan le nishkav, ve'avke. רחמנה בלשון שוכב, להקושי לנשכב לשוכב, מה שוכב הוא בהמתו ב-23, אף נשכב הוא בהמתו ב-23. Donc d'où on sait, l'Agma a dit, du fait que j'ai un autre pasouk qui nous dit Kol shochev im bema motumat. Maintenant, pourquoi la Torah nous répète Kol shochev im bema pour accuser le shochev, donc l'homme shochev. Donc forcément, l'Agma a dit, imeno enyan la shochev, parce que c'est déjà enseigné que l'homme est condamnable et il doit être jugé bien sûr à 23. Donc on va dire que la Torah, l'enseignement ici de ce pasouk, c'est pour nous dire que la bête aussi elle doit être condamnée et automatiquement à 23. Pourquoi 23 ? Parce que la Torah a employé le terme de shochev pour la BMA qui est le nishkav en réalité, qui est la bête qui a subi la relation de l'homme qui est avec. Donc c'est comme ça, imeno inyan, ça fait partie des shlesh midot, imeno inyan nezet, no inyan nezet. Donc on apprend qu'il faudra aussi 23 avec la BMA. Maintenant le chidouche il est, juste pour reprendre la précision de la question de la Gemara, la question essentiellement n'était pas la condamnation de la bête, mais elle était surtout l'exigence de 23 dayanim. Alors dans la femme qui a une relation avec une bête, du fait qu'ils sont dans le même pasouk, ve'arakta et taisha, ve'eta behema, donc on sait qu'il y a un ekesh. Et donc de même que pour la femme, elle ne sera condamnée seulement par un bedin qui est composé de 23, je sais aussi par ekesh que la condamnation de la bête c'est 23. Mais pour l'homme, on n'a pas trouvé ce ekesh, donc peut-être qu'on n'a pas besoin de 23, donc on a besoin d'une autre rachat qui nous apprend que la condamnation de la bête qui a subi la relation de l'homme, alors elle sera condamnée avec 23 d'années. Shor aniskal, besem veshlosha. C'est quoi shor aniskal ? Le shor qui doit être lapidé. Chazak. Alors, c'est quoi un shor aniskal ? C'est une bête, c'est pas forcément un shor, c'est toute bête, ça peut être même un poulet, qui a tué un homme, un être humain. Quand je dis un poulet, parce que la Gemara elle va parler d'un coq qui a été doré en tinoc. N'est-ce pas, doré en tinoc, ça peut exister, n'est-ce pas, ou un oiseau qui a picoré le halénou, ça peut exister, ou tout type de bête, seulement la Torah dit berbaové, parce que voilà, c'est quelque chose qui est plus fréquent mais on sait qu'on apprend shor mi-shabbat, c'est pas parce que la Torah l'a dit shor que c'est seulement un taureau, ça peut être aussi kol behema, c'est tout type de bête qui aurait tué un être humain, on doit skiller la bête assassin. La bête assassin, on la skill. À combien de dayanim on va siéger pour juger cette bête, cet animal assassin ? À 23. Pourquoi ? Parce que c'est marqué dans la Torah, Ashor aniskal bizanshal shenemar, Hashor isakel vegam be'alav yumad. Donc il y a ce ekesh entre le devoir de lapider la bête et tuer le propriétaire. Alors bien sûr, on sait qu'on ne tue pas le propriétaire. Gam be'alav yumad, c'est pas le propriétaire de la bête n'est pas condamné à mort, mais il doit payer, c'est de l'argent. Donc mais en tout cas on utilise ce ekesh pour nous dire que de même que la condamnation d'un homme, d'un humain, c'est le bedin doit être composé de 23, là aussi 23. Amar le Abaye le Rava, mimai dehai vegam balav yumat kimitat banim karmitat ashoru deata. Qui t'a dit de faire ce limoud, cette dracha et cette comparaison qui nous amène à nous révéler combien de dayanim il faut pour condamner le taureau. Peut-être, Emaliktala ou Deata, peut-être c'est pour nous dire tout simplement, au sens premier, Gamber alav yumat, autant il faut lapider le taureau, autant il faut tuer le propriétaire. Qui t'a dit que tout l'enseignement, tout le sens du pasouk, c'est seulement cette comparaison qui nous amène à nous révéler combien de dayanim il faut pour l'exécution de la bête? Peut-être non, c'est pas ça ce qu'il dit le pasouk. Ashor isakel, vegamba alavimat, au sens premier, à savoir que la Torah nous dit aussi autant on va tuer le taureau, autant on va tuer le propriétaire. L'Agma a dit non, imken irtov vegam be'alav velishtok. L'Agma a dit non, mais c'est le mot yumat, vegam be'alav yumat. Pourquoi yumat? Il mourra, c'est un mot en plus, et d'ici j'apprends qu'il faut 23. L'Agma a dit katavach menachia va mena biskila. L'Agma a dit non, parce que si c'était marqué Gamber Alav et c'est pas marqué Yumat, j'aurais dit que la conjonction, n'est-ce pas, comment on appelle, Vegam, n'est-ce pas, la coordination, elle est sur le type de la mort aussi. C'est-à-dire, puisque la Torah a dit
Ashor Isaken, c'est qu'on le lapide. Si c'était marqué Vegan Be'alav et également son propriétaire, j'aurais dit ça veut dire quoi également son propriétaire? C'est que le propriétaire aussi va être lapidé. Et ça c'est impensable de dire que le propriétaire va être lapidé. Pourquoi? Si déjà un assassin, un vrai assassin, comment il meurt? Comment on condamne l'assassin? Hereg, avec l'épée. Et Hereg, on sait bien que c'est beaucoup moins important que la vie. c'est beaucoup moins important de lapider. Ce qu'il a, Srefa, Hereg, Vechenek. Donc c'est en troisième position. Donc si déjà l'assassin qui a tué lui-même, on ne lui applique seulement le Hereg, c'est impensable de dire que la Torah va réserver la skila, qui est la mita la plus chamoura, dans le cas où c'est l'animal de la personne qui a tué. La Gemara a dit Biskila salgalatar, katal iou besaif, mamono beskila, vedima, aide katava chamana yumat la koulé, inave, ou la fouki misaif lechenek. La Gemara a dit ok, mais peut-être que, ok, tu as raison, j'aurais pas pu ne pas écrire yumat. Parce que si j'aurais pas écrit yumat, non, j'aurais pu ne pas écrire yumat, parce qu'il n'y a pas d'avamina de dire qu'il sera biskila. Mais j'ai un problème, peut-être que le yumat est venu nous enseigner que je descends du niveau de saïf, Achenek, comme on a dit, Saïf, c'est la troisième position. Peut-être que la Torah a réservé une condamnation à mort dans le cas où la bête de l'homme a tué. Même le propriétaire devra être exécuté. Mais on ne va pas lui appliquer la mita comme si lui-même il était assassin. Mais on va descendre d'un niveau. On va lui appliquer Chenek. La Gemara dit la Gemara dit non, c'est évident que le propriétaire de la bête qui a tué n'est pas lui-même tué. Pourquoi? Parce que c'est marqué Im Kofer Yushatalav, c'est-à-dire que la Torah a réservé un autre moyen, un autre modèle, oui, de condamnation qui est un moyen, une kofer, donc c'est un rachat de la valeur. Une kofer, c'est mamon. ואיסל קטר בקטלו ואקטיב לו תחרוקו נפש רוצח אדרבה משומי גופה קטליו לא תסגל בממונה אלא בקטלה קטל שורו לפרוק נפשי בממונה אלא מה חזקיה וכן וחזקיה מרקרה מות יומת המכיר רוצח הוא על רציחתו אתה הורגו ואתה הורגו על רציחת שורו. L'agma a dit forcément il y a un autre pasouk à partir duquel j'apprends que seulement l'assassin il est condamné à mort parce que c'est marqué רוצח הוא, il est assassin, et d'ici j'exclus que lorsque c'est la bête, l'animal de la personne qui a tué, qu'on ne tuera pas le propriétaire. Rotserhu, c'est seulement l'assassin qui est condamné à mort quand lui-même il a agi. Si c'est sa bête, c'est vrai que c'est sa responsabilité, mais il ne sera pas condamné à mort. Ibaleu, Shor Sinai Bekama. C'est marqué dans la Torah qui s'accole yare imbeimam ish lo yachim im shor chayovel. Pendant la période de Matan Torah, il y avait une interdiction de monter de s'approcher de la montagne, même pas de la franchir, et c'est pour ça qu'il y avait des barrières. Le Midrash nous dit, non seulement il y avait des barrières, mais en plus ça, la montagne parlait. La montagne mettait en garde, ne t'approche pas, si tu t'approches, tu vas mourir. C'est pas seulement l'ânesse de Bilam qui a parlé, la montagne aussi elle a parlé. C'est marqué dans le Midrash aussi, si je ne me trompe pas, le Hetzadat aussi il a parlé. Il a dit ne me mange pas. En tout cas, si il y avait une bête au Har Sinaï qui était montée et où c'est marqué qui s'accole, il s'accelle, donc il faut condamner la bête. Combien de dayanim il aurait fallu pour condamner? Est-ce qu'on applique là aussi Kimitat Balim Karmitat Ashor? La Gemara dit c'est une question. Migamar Sham Idorot Lo Tashmat Raskel Imbemaim Ish Lo Yechye Ma Ish Bekav Gimel Bekav Gimel. La Gemara dit dans le pasuk c'est Ma Imbemaim Ish Lo Yechye. Donc il y a ce Ekesh et donc là aussi on applique le même din. En fait c'est intéressant parce que d'habitude la Gemara elle demande. Elle n'a pas tué. Non, ça change pas. Mais la Torah a réservé. Non, pour le jugement de la bête. Voilà. Finalement, la bête doit être ce qu'il est. Et la question est de savoir combien de dayanim. La Gemara répond, de même qu'un homme n'est jugé que par 23, la bête aussi sera jugée par 23 dans le cas où elle est montée sur Sinaï. Ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'histoire. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qui s'est passé? C'est une histoire qui ne va pas se répéter. Donc la Gemara, habituellement, ne pose pas des questions qui ne sont pas des questions d'actualité. N'est-ce pas? C'est une histoire ce qui s'est passé au Har Sinaï. On apprend quoi? Qu'est-ce qu'on apprend? C'est de l'histoire, ça change pas, ça passe répéter. C'est une notion, c'est une. À quoi on peut calquer l'histoire? À quoi on peut calquer rien du tout. À quoi? À rien du tout. À rien? C'est un enseignement, c'est tout, point. Non, c'est un enseignement. Voilà. Oui. C'est la question de Tosfot, d'accord? Donc c'est la Gemara a l'habitude de poser des questions
c'est une halakha qui n'est pas d'actualité. Donc pourquoi tu t'interroges? Ken? Et pourquoi on juge la bête de 23 et l'homme de 23? Pourquoi la même chose? Comme ça la Torah dit. Comme ça la Torah dit. Ashor Isakel Vegamba la Ils donnent Viumat. la valeur à la bête et à l'homme? Comme ça la Torah dit. Ashor Isakel Vegamba la Viumat. Il y a une comparaison entre l'homme et la bête. Et là aussi pareil. La question est pour la bête, pas pour l'homme. Oui, pas. Ouais, ça. Parce que normalement, pour la bête, on devrait se dire, c'est seulement, c'est seulement de la valeur marchande, n'est-ce pas, mobilière, c'est seulement une petite valeur. Et donc, on aurait dû dire qu'on se suffit de 3 ou même C'est pas. pas un jour. D'ici, Ouais, on voit, trois personnes. d'ici, on voit que non, la Torah, elle a donné une importance à ce sujet-là. Et le Bedin devra se siéger à 23. Ok. Arrive à Zév. Encore un petit passage avec votre permission. Dans la suite de la Mishnah, on a dit, on sait qu'il y a, dans Baba Kama, on avait vu à la fin du premier Pérec de Baba Kama, on avait vu qu'il y a Khamisha Tamin, Khamisha Moadin, et donc il y a des animaux, quand ils ont tué, on les condamne par le Bedin. Maintenant, il y a des types de bêtes qui peuvent être tuées. C'était une discussion là-bas dans la Gemara. Est-ce qu'on a besoin d'attendre qu'ils tuent pour les tuer ou bien non? Kola Kodem Zacha, n'est-ce pas? Et donc il n'y a pas besoin. Ils viennent vers nous. Mais là, on peut pas commander un tribunal. Là, c'est dans l'instant. Alors, dans le Mishnah, c'est marqué comme ça. Hazeev, Vea Hari, Vea Dov, Vea Namer, Vea Bardelas. Donc, c'est tous ces animaux qui sont féroces. Donc, le loup, le lion, l'ours, le Namer, la panthère, et le Bardelas. Si je ne me trompe pas, Rachid dit que c'est le putois. Si je ne me trompe pas. Vea Nachash et le serpent. Mitatan, Beesrim Veshlosha. 23 pour les tuer. Et sur Sarabie Ezer Omer, Kola Kodem Lorgez Zacha. Tout celui qui s'est empressé à les tuer, on ne va pas attendre le Bedin. Exactement. Si tu l'es, bien sûr, l'Agma a dit, Bishat Mishlachat, parce que normalement les bêtes féroces ne se trouvent pas en ville. Donc si tu as un hari qui, n'est-ce pas, qui se balade, ou un ours potentiellement en tueur. pleine. Exactement, Potentiellement tueur. on n'attend rien du tout, on le descend immédiatement, ni on fera appel à la SPA, ni à aux associations en faveur des races en voie de disparition, on le descend direct, n'est-ce pas? C'est ce qu'il nous dit Rabbi Eliezer. Et Rabbi Akiva Omer, et Rabbi Akiva il répète, Mitatan Besrem Veshosha. Donc a priori, ce qui est intéressant, c'est que a priori, premièrement, on a une marloquette, ok, est-ce qu'il faut 23 ou pas? Mais deuxièmement, il y a une marloquette il y a une répétition entre la position de Tanakama qui nous dit 23 et Rabbi Akiva qui nous répète aussi 23. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva différent de Tanakama? Alors on nous dit la Gemara, Amarish Lakish, Veushe Mitu. Quand on parle de la condamnation de ces bêtes féroces là, c'est qu'ils ont tué, donc elles sont condamnables. Donc quand Ramish Veushe Mitu, Avalo Mitu lo, Alma Kasava Yishlem Tarbut Veshlem Be'alim. Rish Lakish il dit, c'est seulement des bêtes féroces qui ont tué qui sont condamnables. Mais sinon, non. Juste pour la parenthèse, quand on parle d'une bête qu'on va amener à exécution, on parle d'une bête qui a des propriétaires. S'il n'a pas de propriétaire, il n'y a pas de question. Donc ici, nous dit Rish Lakish, si c'est seulement dans le cas où ils ont tué, on en déduit que Rish Lakish pense qu'une bête peut être domptée, et donc elle peut avoir un propriétaire. Et donc voilà, donc c'est seulement si elles ont tué qu'on tuera la bête, mais tant qu'elles n'ont pas tué, elles peuvent être domptées, elles peuvent être domestiques. Ça, il y a des gens qui ont des tigres à la maison et des ours à la maison. Ok, lo halenu. D'accord. Rabbi Yochanan Amar, afapi shelo mitu al makasavar, enem tarov enem baalim. Nan Rabbi Zamia Komer, kol godem lorgan zacha. Bishlam an Rabbi Yochanan, lema izacha zacha leoran. Ela la Lakish lema izacha. Kivan shemitu shevinu rabanan, keman degamar dinayu veisura ananinu. La Gemara dit, donc Marc Loquette, entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Rish Lakish dit que ces bêtes féroces, elles sont domptables, et donc c'est seulement dans le cas où elles ont tué qu'on les tuera les bêtes. Et Rabbi Yochanan dit non, dans tous les cas, on peut les tuer, donc elles ne sont pas domptables, et elles n'ont pas automatiquement, si elles ne sont pas domptables, elles n'ont pas de béalim. C'est-à-dire qu'on n'a pas le titre de propriété si c'est quelque chose qui n'est pas, si elle n'est pas domptable. Par définition, je suis propriétaire de quelque chose que je maîtrise. En tout cas, ça c'est à rentrer déjà, on rentre dans un sujet qui est plus fin, mais c'est les mots de Rashi. Rashi nous dit En shem be'alim alehem chal alehem. Même si j'ai acheté un lion, Rabbi Yochanan dit il n'est pas domptable, donc tu n'es pas considéré les propriétaires. Velo avou elake efker, et c'est considéré comme si c'était efker. Shelo hayalo legadlan, parce que tu n'aurais pas dû, et c'est pas domptable encore une fois.
Donc c'est comme si tu n'es pas propriétaire. En tout cas, pour revenir, la Gemara veut amener une preuve à partir de la Mishnah où on voit que c'est une marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Est-ce que il faut 23 pour les tuer ou on peut les tuer Kol HaKodem Zacha. Donc la Gemara dit Bishlama d'après Rish Lakish. Donc Nan Rabbi Eliezer Omer Kol HaKodem Lorgan Zacha. Bishlama le Rabbi Yochanan pardon qui dit Lema Zacha Zacha Leoran. Ça veut dire quoi? Que cette bête là Kol HaKodem Leorgan Zacha. C'est quoi Zacha? Zacha c'est qu'il a été zoré, c'est-à-dire il peut en bénéficier, il peut se l'approprier. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va s'approprier? Tu l'as tué, qu'est-ce que tu t'appropries? Tu peux la peau, sur la peau d'ours, les peaux de le cadavre, tu peux le donner à tes chiens, etc. Donc tu peux avoir un certain intérêt parce que justement il n'y a pas eu de condamnation par le Bedin, mais quand il y a condamnation par le Bedin, t'as pas le droit d'en profiter. D'après Rish Lakish, il nous dit qu'on parle de l'autorisation à tuer la bête seulement si la bête elle est assassin. Mais quand la bête elle est assassin, t'as pas le droit de profiter de la bête parce que c'est marqué Ashor Isakel Vigam Be'alav Yumat Et Atafel Ipsaro, on pourra plus être né de la bête. Donc comment ça veut dire quoi Zacha? C'est quoi Zacha? Parce qu'il n'a pas encore tué. C'est celui qui n'a pas encore tué. Non mais d'après Ishlakish c'est seulement s'il a tué qu'on peut le tuer. D'après Ishlakish c'est seulement si la bête a tué que tu peux le tuer. Donc si la bête a tué, c'est une condamnation. Si c'est une condamnation, il n'y a pas de zria, tu ne peux pas tirer profit. C'est l'action de la Gemara. Donc Bishlama le Rabbi Yochanan. Les Zacha Zacha Loran et là le Ishlakish les Zacha qui va chez Mitou chez Rabbanan qui m'a dit Gamardinayu va sur Anan et nous. Normalement ça devait être interdit au profit. La Gemara dit Zacha Zacha la Shamaim. C'est pas qu'il a Zacha, qu'il a un intérêt financier de ce cadavre-là, mais c'est qu'il est le bien, c'est quelque chose de bien qu'il a réalisé, qu'il n'a pas attendu et qu'il n'a pas pris le risque qu'il y ait un dommage. Tana qui va te dire Shakish, Echad Shor Shemit Vechabema Vechaya Shemitu, Bekav Gimel. Abizer Omer, Shor Shemit Be-20 Veshlosha, ou Shar Bema Vechaya Shemitu, Kol HaKodem Lorgan, Zacha Baen la Shamaim. On a une preuve de la Braïta qui va dans le sens de Rish Lakish, qui est effectivement le sens de Rabbi Eliezer qui dit que tout celui qui s'empresse à tuer une bête féroce, il a été zoré. C'est pas qu'il a zoré, c'est pas qu'il a le droit de tirer profit de la peau ou autre, mais c'est qu'il a un bienfait vis-à-vis du ciel, c'est qu'il n'a pas pris le risque. Mais là, si on n'est pas dans cet avis-là, et il voit une bête sauvage qui arrive... Mitatan Besrim Veshlosha, donc a priori Rabbi Akiva reprend les propos de Rabbanan qui disent que c'est à 23. La Gemara dit Rabbi Akiva inu Tanakama, Ika Benayu Nachash. Le point de discussion entre Rabbi Akiva et Tanakama, c'est le Nachash, à savoir, dans Rabbi Akiva a dit d'après Tanakama, le Nachash aussi fait partie des bêtes féroces qui sont à juger à 23, alors que Rabbi Akiva n'a pas inclus dans la catégorie de bêtes sauvages le Nachash, et donc il n'y a pas besoin, effectivement, d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas besoin de 23 pour le Nachash. D'accord, donc Rabbi Akiva pense que pour le Nachash, Kol HaKodem, le Organ Zacha, et on se retrouve demain, Bezato Idbarach.